Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de ce nouveau Blue Innov Live, le 5e que nous organisons. Nous vous retrouvons aujourd'hui avec le pôle mer Bretagne-Atlantique, Ouest France et le Marin depuis l'Arena, où est organisé l'événement Plastique Changement de Cap, une rencontre professionnelle nationale autour des pollutions plastiques et de leur réduction. Je suis ici sur le plateau avec Marie Le Texier. Bonjour Marie. Enchantée, bonjour à toutes et à tous. Et nous allons retrouver en duplex depuis l'océan Indien Roland Jourdain qui est actuellement à bord du navire océanographique le Marion Dufresne. Est-ce que nous avons bien Roland Jourdain? Bonjour, vous êtes bien avec nous? Bonjour et merci de vous joindre à nous. Merci. Bonjour, ouais, je reçois bien. Super. Vous êtes actuellement à bord du Marion Dufresne pour une campagne, une université bleue de la mer avec des étudiants dans l'Ifremer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'objectif de cette campagne ? Ouais, j'ai la grande chance d'être sur le Marion Dufresne pour une campagne inédite, puisque c'est une expédition scientifique. Le Marion Dufresne, personne n'a plus à le présenter. C'est un bateau mythique pour moi, donc c'est incroyable. Mais surtout, c'est donc allié à l'expédition scientifique, c'est l'école flottante, donc une initiative, oui, de l'Ifremer, du ministère des Outre-mer et d'un certain nombre d'organismes. Et il y a 80 étudiants et étudiantes qui sont embarqués sur le bateau et qui en live en fait suivent les opérations et travaillent. Donc on parle d'océanographie, on va parler d'ornithologie, on va parler de bathymétrie, de microplastique, mais ça on va causer ensemble je pense, mais aussi d'étudiants en sciences humaines, en droit, en arts plastiques, et c'est vraiment l'idée du bateau petite planète, et où potentiellement on peut inventer des futurs. C'est vraiment une extraordinaire expérience. Et ce matin, pour vous faire baver un peu, on est près de l'île de Tromelin, une île mythique aussi. C'est ce caillou ou ce banc de sable plutôt corallien au milieu de l'océan Indien. Et c'est une expérience impressionnante. Une expérience pluridisciplinaire parce qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui. Cette question de réduction des déchets plastiques passe par tous les échelons de la société, à la fois les scientifiques, l'innovation évidemment, et la prise de conscience. Vous, en tant que navigateur, vous avez gagné 2 fois le Vendée Globe, la Route du Rhum, pardon. 2 fois la Route du Rhum. Vous étiez in situ, vous avez vu il y a 30-40 ans ces déchets plastiques. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a mené à votre prise de conscience ? Ouh là là, tout un tas de choses, on n'a pas assez de temps, mais effectivement, sur mon expérience de course au large, il y a 30 ou 40 ans, dans nos navigations alors côtières, Atlantique Nord, Golfe de Gascogne, etc., dans les années 80-90, le plastique était notre ennemi pour la performance. Simplement, il se prenait dans les safrans, enfin dans les gouvernails, dans les quilles, et on avait ce qu'on appelle aujourd'hui les macro-déchets. Il est effectivement, je pense, moins présent. On le retrouve ailleurs parce que le plastique est fantastique, il est mondial. Quand on descend dans le Vendée Globe, par exemple, ou la Transat Jacques Vabre ou autre, entre l'Afrique et le Brésil, il est présent sous forme de macro-déchets. Ici, autour de nous, dans l'océan Indien, on en a aussi vu. Enfin, il est partout et près de chez nous. Je pense que si on le voit moins, c'est qu'on le ramasse un peu plus sans doute, mais c'est surtout qu'il est devenu beaucoup plus petit et qu'on le trouve plus facilement sous les serviettes de nos plages, quoi. Oui, en microplastique, on le retrouve sous les serviettes et aussi dans les assiettes au fur et à mesure parce qu'il rentre dans la chaîne alimentaire. Merci Roland, on revient vers vous dans quelques minutes. Marie Le Texier, vous êtes à Brest. Vous n'avez pas fait le Vendée Globe ou la Route du Rhum, mais en bonne brestoise, vous êtes proche de la mer et vous avez aussi vu cette pollution plastique et aujourd'hui, vous travaillez à sa réduction entre la Méditerranée, Brest. En quoi consiste votre travail au sein de Consultancies ? Alors oui, chez Consultancies, on est un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de réduction de la pollution plastique. Nous accompagnons les entreprises, mais aussi d'autres acteurs à réduire leur empreinte plastique. Et nous agissons en amont avant que cette pollution de plastique n'arrive à la mer, puisqu'on l'entendra, mais 80% des sources de pollution marine sont terrestres. Et donc nous agissons, je le disais, à la fois avec les entreprises, on y reviendra, de différents secteurs, mais nous facilitons aussi la collaboration entre différents acteurs. Les entreprises, les ONG, les scientifiques, les parties prenantes publiques, parce que nous pensons qu'il est essentiel pour avoir un impact à l'échelle de faire collaborer ces différentes parties prenantes. Et quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut intégrer? C'est du changement de comportement, de l'innovation. Quels sont les différents leviers sur lesquels vous pouvez travailler? Alors, en tout cas, quand on agit avec une entreprise,
il est important de comprendre que chaque entreprise a sa spécificité selon son secteur, sa taille, le niveau dans la chaîne de valeur. Et chez Consultancies, nous nous attachons à respecter ces spécificités. Mais malgré tout, ce que l'on peut dire dans la mise en œuvre, en tout cas des solutions, c'est qu'on respecte, nous, à chaque fois, le principe de la hiérarchie des déchets. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc on cherche à éviter avant tout ou à réduire le plastique. Si l'on ne peut pas le réduire, on cherche à le réemployer, le réutiliser, à lui donner plusieurs cycles de vie. Et si ce n'est pas possible, on le recycle. Et enfin, on le transforme en énergie, si jamais il n'est pas recyclable. Et en respectant cette pyramide et cette hiérarchie, on met en place des solutions qui, on pense, font sens et vont dans le bon sens de l'innovation. Ces bonnes pratiques, si on peut retrouver Roland Jourdain, vous êtes parti de l'aventure Plastique Odyssée avec Simon Bernard qui était en duplex depuis Lisbonne, ici lors de la séance d'ouverture de Plastique Changement de Cap. C'est pour la mise en œuvre justement de solutions low-tech et comment est-ce qu'on peut, avec des toutes petites solutions, réussir à déjà solutionner ce problème ? Oui, au travers du fonds Explore, c'est vrai que la démarche de Plastique Odyssée nous a paru tellement évidente et pleine de sens parce qu'effectivement, aller le ramasser en mer, malheureusement, c'est trop tard. Donc, il faut par tous les moyens arrêter la source, faire tarir la source. Et l'idée de Plastique Odyssée, c'est ça, sur la philosophie du low-tech, de ces systèmes facilement mis en œuvre, réplicables et réparables. C'est alimenté au travers des différents bassins dans le monde entier, les populations locales, comprendre les problématiques, comme le disait Marie Texier, on n'a pas les mêmes sources de plastique partout et on a différentes solutions potentiellement pour endiguer tout ça, mais c'est surtout proposer à les populations locales de créer des petits modèles économiques pour empêcher que tout ça parte dans l'eau, puisqu'il ne faut pas que ça parte dans le ruisseau, il ne faut pas que ça parte dans la rivière, tout ça arrive à la mer. Donc ça fait partie de la solution. Oui, c'est partie de la question aussi du traitement des déchets, du traitement des eaux. La question est vaste. On va passer à la suite de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Et j'invite nos spectateurs à ne pas hésiter à nous envoyer des questions par SMS. Nous avons un numéro de téléphone. Si jamais vous voulez poser des questions à Marie, à Roland ou aux autres participants de notre émission, n'hésitez pas. Pour l'instant, nous allons voir un petit... on a beaucoup parlé déjà de microplastique, mais découvrir un sujet avec une chercheuse du CNRS qui s'appelle Ika Paul-Pont et qui travaille précisément sur cette question des microplastiques, la partie immergée de l'iceberg, mais qui est malheureusement massive et très importante. Merci beaucoup Marie, merci Roland. Et je vous laisse avec Ika Paul-Pont. Merci. Donc là, je viens de ramasser un gobelet plastique sur la plage. C'est malheureusement quelque chose qui est propre à toutes les plages du monde entier, donc la présence de déchets plastiques. Ça peut être des gobelets, ça peut être aussi des bouteilles en plastique, des sacs en plastique, tout ce qui est emballage alimentaire, mais aussi mégots de cigarettes qui sont composés de plastique et coton-tige. Alors on est de plus en plus sensibilisés sur le fait que cette pollution plastique, c'est un problème environnemental majeur qui touche tous nos écosystèmes. Mais ce que les gens savent moins, c'est que c'est juste la partie émergée de l'iceberg et que la partie immergée de l'iceberg, celle que les gens ne voient pas, est composée par les microplastiques. Les microplastiques, c'est les débris plastiques qui sont inférieurs à 5 mm. Donc ça va être aussi bien des fragments de gros déchets plastiques qui se sont fragmentés au cours du temps par l'action mécanique des vagues, mais aussi du soleil et de l'eau, qui vont donner lieu à des fragments de plus en plus petits, de taille millimétrique jusqu'à micrométrique. En fait, alors on peut faire une coupe, mais je voudrais partir du point tout là-bas là. C'est possible ? Donc aujourd'hui on fait des prélèvements en rade de Brest à l'aide d'un filet manta. Donc le filet manta, c'est un filet qui a 2 ailes métalliques qui lui permettent de flotter à la surface de l'eau et donc de récupérer toutes les particules de plastique flottants. Donc c'est un filet qui a une maille de 335 microns, donc on récupère tout ce qui est au-dessus, en théorie tout ce qui est au-dessus de cette taille-là. Hop là, embarqué. Donc ici on a un échantillon du premier trait de filet manta qu'on a fait ce matin. Alors à l'œil nu, ce qu'on voit, il y a du polystyrène expansé, il y a pas mal de particules bleues, il y a aussi quelques mégots de cigarettes et il y a évidemment beaucoup de débris organiques, alors des algues, des végétaux, du plancton, etc. Une fois de retour en labo, cet échantillon, on va le digérer chimiquement avec des solutions de peroxyde d'hydrogène et d'hydroxyde de potassium pour éliminer toute la matière organique afin d'extraire les microplastiques et d'arriver à visualiser même les toutes petites particules qui sont invisibles à l'œil nu.
Nous nous retrouvons à l'Arena pour cette première table ronde dédiée à la thématique de collecter le plastique, le valoriser et le recycler. J'ai avec moi 3 invités. Marine Paul, vous représentez le CEDRE. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Goulven Mingui, responsable industriel chez Efinor Sea Cleaners. Bonjour. Et enfin, à mes côtés, Théo Després de Fil et Fab. Nous allons pouvoir faire un tour de table avec vous. Bonjour. Bonjour. Juste après notre jingle. Merci. Merci. Collecter, ça peut être collecté pour nettoyer, mais aussi, on va le voir avec vous, Marine Paul, collecter pour savoir, puisque le CEDRE a été historiquement créé à la suite de la catastrophe de la Moco-Cadiz, travailler sur les catastrophes pétrolières, chimiques, et aujourd'hui, vous vous intéressez aussi à cette pollution chronique, qui n'est pas du tout le même type de pollution que ce qu'on a pu connaître avant, et donc pas les mêmes méthodes de réponse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en place des systèmes de prélèvement sur les plages, il me semble, au niveau du CEDRE, pour connaître les pollutions par plastique et microplastique en particulier? Alors, en ce qui concerne la pollution chronique par les plastiques, le CEDRE a été mandaté par le ministère pour en fait mettre en place et coordonner le programme national de surveillance des macrodéchets sur le littoral. Pour ça, le CEDRE a mis en place un réseau national de surveillance des macrodéchets sur le littoral, basé sur des opérateurs locaux, qui ont été formés à un protocole de prélèvement et d'identification de macrodéchets. C'est un protocole qui est harmonisé à échelle nationale et internationale. Et ce protocole permet, sur des sites qui sont donc définis, de réaliser ces prélèvements, les identifier, créer des données qui sont fiables et qui permettent d'obtenir des informations sur l'état de la pollution du littoral français, sur le type de déchets qu'on va retrouver en particulier, et aussi sur une évolution spatiale et temporelle. Et je sais que le CEDRE, auparavant, pouvait identifier, et toujours aujourd'hui, une boulette d'hydrocarbures, avait sa carte d'identité et savait, quand on trouvait une boulette, de quelle catastrophe ça venait. Est-ce qu'on a le même système avec les microplastiques? Comment vous définissez un polymère une fois qu'il est minuscule? Comment on sait si c'est un flacon de shampoing, un mégot ou autre? Alors ça, c'est donc le réseau. Donc c'est sur les macrodéchets, où là finalement on arrive quand même à avoir certains déchets qui sont encore identifiables. Pour les microdéchets, effectivement, c'est plus compliqué. On peut retrouver donc des signals en les analysant. Après, réussir à sourcer et à identifier spécifiquement les microdéchets pour savoir de quels déchets ils proviennent, ça c'est encore très compliqué. Par contre, pour tout ce qui est macrodéchets, on a donc des grilles d'identification qui nous permettent d'identifier ces déchets-là clairement, et donc après d'alimenter les politiques publiques pour réussir à limiter et à mettre en place des lois qui deviennent contraignantes et justement stopper à la source finalement le déchet. Oui, parce que ça permet de voir qu'il y a beaucoup d'emballages. Par exemple, l'usage unique est très présent sur les plages, les gobelets, comme on l'a vu dans le reportage précédent. Du coup, de vraiment cibler ce qui est problématique et d'aider à la prise de décision. C'est ça, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci. De votre côté, Goulven Mingui, vous représentez un chantier naval. Efinor Sea Cleaners, vous développez des navires pour collecter les déchets. Alors, on en parlait, il y avait déjà des techniques pour la dépollution hydrocarbures. On sait pêcher. Comment est-ce qu'on pêche un déchet plastique ? Tout à fait. Nous, comme le CEDRE, en fait, on est un petit peu issu de la collecte des hydrocarbures. C'est notre identité natale. Et donc, nous, on a un chantier naval spécialisé dans la conception et la fabrication de bateaux pour intervenir, pour nettoyer les océans, que ce soit des déchets liquides ou solides. On fabrique des bateaux qui vont de 6 mètres à 25 mètres pour gérer, en fait, tous les cas qu'on peut rencontrer en mer. Et ma foi, c'est des bateaux qui vont avoir sur le même principe de fonctionnement, la collecte d'hydrocarbures, la collecte de microplastiques et de macrodéchets, dont font partie à 80% les macrodéchets. Et une fois qu'on les a collectés, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut toute une chaîne de traitement du déchet, il ne suffit pas de le ramasser. Tout à fait. Alors nous, à bord, on est capable de le ramasser, c'est notre rôle, c'est notre travail. On est capable de les trier, de séparer les micro-organismes des plastiques, du bois et de tous les autres déchets qui peuvent être trouvés à la
la surface de l'eau et après on passe le relais à des gens plus compétents que nous une fois que ces déchets sont arrivés à terre. En tout cas, qui ont une compétence sur un autre champ, une Tout à compétence fait. différente. 80% de vos navires sont vendus à l'international parce qu'on le sait, il y a des grandes problématiques en Asie du Sud-Est, il y en a aussi la Méditerranée, la mer la plus polluée du monde. Quels sont vos marchés? Quels sont les pays qui investissent? Oui, alors les marchés sont très vastes. On fournit effectivement beaucoup l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Effectivement, le sujet sur l'Asie est un peu particulier parce que si on prend le cas de l'Indonésie, par exemple, qui est un pays qui a connu une très forte croissance économique et démographique, on sent bien qu'à terre, déjà, le circuit de gestion des déchets n'est pas mûr par rapport à cette croissance. Ceci dit, on a l'association Efinor, The Sea Cleaner, excusez-moi, qui est une association française qui envoie un de nos bateaux sur place. Et en plus d'envoyer un de nos bateaux qui vont collecter les déchets, ils ouvrent une cellule pour sensibiliser à tout cet environnement de déchets aquatiques. Les évaluations disent que 19 tonnes de plastique sont déversées dans l'océan. Comment est-ce que vous vous dites pas qu'on vide à la petite cuillère et que c'est désespérant de se dire il y en a tant à chaque fois qui sont remis dans la machine. Comment est-ce que vous pouvez tenir sur cette tendance? Ouais, effectivement, on est une petite cuillère. Il y en a beaucoup des petites cuillères. Tous les gens qui sont autour de moi et tous les gens qui interviennent depuis tout à l'heure font partie de ces petites cuillères. C'est sûr que dans un monde idéal, nos bateaux n'existent pas parce que nous, on travaille à un niveau de cette pollution qui est déjà regrettable. Mais effectivement, c'est quand même encourageant. Moi, je travaille dans un chantier naval où tous les gens sont sensibles à ça. On travaille tous dans la même direction et on sent bien que les gens qui nous entourent, que ce soit les autres produits qui peuvent venir collecter les déchets en mer ou le CEDRE ou toutes les organisations qui se joignent à ça, forment finalement une grande chaîne dont on fait partie. Nous, on est juste un maillon là-dedans, mais on essaye de faire notre travail à notre échelle déjà. 19 tonnes chaque minute, je n'en croyais pas mes propres notes en vous parlant, c'est colossal. De votre côté, chez Filet Fab, vous êtes aussi un local de l'étape puisque vous êtes basé en région brestoise. Et pour justement lutter contre ces déchets, on peut aussi leur donner une valeur. Et vous les récupérez, vous récupérez en particulier les filets de pêche pour en faire des matériaux plastiques réutilisés. C'est ça. L'idée, en fait, à la base, c'était un projet étudiant, donc on n'avait pas forcément vocation à aller jusqu'à l'entrepreneuriat et la création d'entreprises industrielles. Mais la problématique en France est tellement, on va dire, nous a tellement un peu choqué entre guillemets, qu'il y a à peu près entre 800 et 1000 tonnes d'engins de pêche qui partent à l'étranger sur des déchets européens ou qui sont en valorisation énergétique ou même juste de l'enfouissement. Parce qu'ils sont brûlés. Voilà, c'est ça. Valorisation énergétique, incinération. Et pour les filets de pêche, on va dire des filayeurs, pour donner quelques mots techniques, là c'est effectivement 800 tonnes dans toute la France qui est assez même. Voilà. Donc l'idée c'était d'apporter des solutions concrètes. Et à un moment donné, il fallait que quelqu'un prenne le pari en fait d'aller sur une vraie filière de recyclage et de valorisation qui a la capacité d'aller sur du volume, alors de collecte et de traitement, mais surtout, ce qui est important, c'est derrière on va dire la réutilisation de cette matière par des clients industriels ou des fabricants d'objets. Pour faire des lunettes, des ailerons de surf. Voilà, c'est ça. C'est officiel maintenant. Je peux en parler. C'est avec l'entreprise de Thai Outdoors qui est basée à Vannes, qui ont notamment racheté Big Sport, qui vont sortir et qui ont déjà eu un prix EcoSport Award hier sur des ailerons de surf 100% en filet de pêche recyclé. Ouais. Et donc, votre secteur n'est pas sur... on parle souvent des filets fantômes, les filets qui sont perdus et qui continuent de pêcher sous l'eau. Vous, c'est plutôt le filet qui est abîmé et il faut créer un circuit de collecte des déchets. En fait, effectivement, à la base, on s'était pourquoi pas imaginé d'aller sur ce type d'engin de pêche fantôme, mais donc déjà, c'est un autre métier d'aller pêcher ou plonger pour récupérer ça, puis c'est quasiment impossible, faut être honnête. Et surtout, en fait, nous, on a vu que la principale problématique, c'est qu'il y a des ports. Alors, à part les ports qui ont des gros marchés comme des CCI ou choses comme ça, mais il y a des ports, notamment dans le sud de la France, qui n'ont même pas de gestion de filets de pêche sur les ports. Donc, s'il n'y a pas de gestion sur les ports de ces déchets-là, les pêcheurs n'ont pas de solution à part d'aller dans la déchetterie. Et les déchetteries ne veulent pas de ces filets de pêche. Et donc, nous, l'idée à la source, c'est vraiment de mettre en place des structurations de filières locales, coordonnées avec plusieurs ports en même temps s'il y a des petits volumes, pour justement apporter ces solutions de gestion raisonnée des filets de pêche une fois que les pêcheurs n'utilisent plus ça pour la pêche. Le tri, comme on le fait pour les ordures ménagères. C'est ça. Et techniquement, vous vous êtes concentré donc sur les filets de pêche. Est-ce qu'en termes d'innovation et de traitement du déchet, vous pourriez aller sur d'autres engins de pêche ou même d'autres types de déchets pour les valoriser ? Alors, c'est des hypothèses
stratégies qu'on a en cours de réflexion. Aujourd'hui, on se focalise sur le filet de pêche en polyamide 6, donc en nylon, hein, pour donner un nom plus général. Parce qu'il y a derrière aussi un modèle économique à tenir sur une filière de valorisation. Et ce plastique-là, en revente de granulés, nous permet en fait d'aller sur ce modèle-là. Mais oui, après, il faudra trouver des solutions pour les autres engins de pêche, les chaluts pélagiques, etc. etc. Oui, merci. J'ai une question qui peut s'adresser à vous tous. C'est quel est le facteur motivant qui va pousser soit à recycler le filet de pêche et à prendre la peine de le trier, ou qu'est-ce qui motive un peu ces initiatives? Pareil pour Efinor, qu'est-ce qui va motiver une collectivité à investir dans un navire? Est-ce que c'est la réglementation qui peut aider, et du coup une réglementation mise en place par les politiques publiques aidées par le CEDRE? Qu'est-ce qui va être le moteur? À titre personnel ou plutôt sociétal. En fait, effectivement, c'est la partie réglementation qui aujourd'hui fait un peu bouger quand même les choses. On le voit bien au niveau de la REP des filets de pêche et des engins de pêche. Et après, ce qui est motivant, c'est de voir qu'une fois qu'on apporte une solution, qu'il y a une très grosse communauté sur les territoires qui suivent en fait et qui essayent de mettre ça en place, quoi. Donc on apporte ce qu'on peut à cette réglementation. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez sur le côté... vous le savez, puisque vous savez à qui vous vendez vos navires. Qu'est-ce qui les motive à les acheter? Je pense que c'est une réponse écologique globale. En fait, c'est comme vous disiez, je pense que c'est déjà des idées personnelles qui vont s'intégrer dans des milieux sociétals. Et donc, je pense que c'est les prises de conscience pour l'avenir, nos enfants et l'avenir de notre planète qui construisent des sociétés qui vont s'organiser pour ça. Et vous y contribuez à mettre en place ces réglementations. C'est ça, mais effectivement, moi je pense que voilà, tout part aussi de la façon dont on arrive à contraindre finalement et à limiter l'arrivée de ces déchets. Tout part de là finalement. Je reçois juste une dernière question de nos téléspectateurs, si on peut le dire pour Internet, qui est pour vous, Philippe Fab. On me demande si la matière première issue des filets de pêche est plus chère ou moins chère que la matière vierge. Ouais. En fait, c'est vraiment deux systèmes de filières différentes, entre une qui vient de l'Asie et une qui est locale. Aujourd'hui, oui, on vend plus cher parce que les clients ne recherchent pas forcément les mêmes choses qu'une matière vierge. Ils recherchent d'abord la partie RSE, d'avoir un impact sur leur territoire et de relocaliser industriellement leur production. Et effectivement, ça donne un prix qui peut être différent de la matière vierge. Merci. On va rester sur cette thématique des filets de pêche avec notre focus. Merci à tous les trois. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des questions par SMS. Un numéro de téléphone doit s'afficher. Et ce focus, il est justement sur les filets de pêche. Comment est-ce qu'on est passé de matière naturelle à du nylon, et comment est-ce qu'aujourd'hui différents projets Indico et Ligne Biomère qui vont être présentés vont chercher à revenir vers des matières biodégradables et biosourcées pour être plus respectueuses de l'environnement. Merci encore à tous les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En pleine région de pêche maritime, au sud du Finistère, au cœur du pays bigoudin célèbre par ses coiffes, d'une part le port de l'Échiagat, en face celui du Guilvinec. C'est dans ce pays où les brodeuses sont reines que nous avons rendu visite à une fabrique de filets. Nous sommes aux établissements Le Drezen. Jusqu'en 1956, nous utilisions pour la fabrication de nos filets soit le coton, soit le chanvre, suivant l'usage à laquelle étaient destinés ces filets. Depuis cette date, nous utilisons surtout le nylon et actuellement, tous nos filets sont fabriqués en nylon. C'est amusant de voir cette vidéo de Le Drezen et Monsieur Lebrun qui évoque à la fois le coton et le chanvre, je crois, qui ont été abandonnés en 1956 pour passer au nylon. Donc le chanvre et le coton qui sont des matériaux biodégradables et qui ont été abandonnés pour le plastique que l'on connaît aujourd'hui et qui nous pose les problèmes que l'on sait en mer venant de la terre ou venant de la mer d'ailleurs, et souvent venant de la terre. Nous avons au pôle mer Bretagne-Atlantique soutenu des différents projets dans ce sens, mais alors le projet Indigo, lui, vise à développer des matériaux biodégradables
pour des filets fins, ce que l'on appelle les filets fins. Donc ça reste relativement simple, avec des monofilaments qui sont regroupés entre eux pour faire des trémailles ou ce que l'on appelle des filets maillants. Et aujourd'hui, le projet Link Biomer, lui, va beaucoup plus loin avec le développement de cordages. L'objectif vraiment de développer des cordages et puis des nappes de filets, à la fois pour des chaluts, mais aussi pour des seines à thon, par exemple. Alors ça pour le marché de la pêche professionnelle, mais également pour l'aquaculture, hein, pour des cages de poissons, par exemple. Et puis aussi, le marché peut être pour la pêche plaisance, avec tous les cordages, tous les bouts, comme l'on dit, que l'on utilise sur les bateaux, petits et un peu plus grands, donc qui à terme pourraient devenir biodégradables. Donc l'enjeu de ces projets collaboratifs, c'est vraiment de proposer une alternative aux produits de pêche qui existent déjà. Donc en essayant d'apporter une solution pour la fin de vie. Notre rôle, nous, c'est d'essayer de proposer une solution si le filet est perdu en mer, qu'est-ce qui se passe? Dans le cadre de ce projet, j'interviens principalement sur la validation de la biodégradabilité en fin de vie du matériau en milieu marin. On se base en fait sur la reproduction de l'océan dans un flacon. Pour ça, on utilise de l'eau de mer naturelle qui est prélevée à proximité d'ici, également une partie sédiment. Et en plaçant les deux dans un flacon qui sera hermétiquement clos, on va pouvoir s'assurer la mesure du dioxyde de carbone qui est libéré par les micro-organismes lorsqu'ils se nourrissent du matériau. Donc vraiment avec cet objectif d'être biodégradable en mer à terme, hein, avec bien sûr un compromis. Hein, il ne s'agit pas que ce soit biodégradable demain, hein, mais c'est évidemment après un certain nombre d'années que le produit soit vraiment biodégradable et surtout qu'il n'ait pas de toxicité sur les écosystèmes et qu'on ne le retrouve pas dans les poissons ensuite. Nous nous retrouvons à l'Arena pour ces rencontres plastiques changement de cap. Nous allons commencer notre deuxième table ronde qui est dédiée à empêcher les déchets plastiques d'arriver en mer. Je suis avec Valérie Yeud, vous êtes de la Bocéa, bonjour. Bonjour. Également Lorraine Millet qui représente CLS aujourd'hui. Bonjour. Ainsi que Bertrand Tolas, vous représentez Polymaris. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons lancer notre premier jingle, merci. Nous nous retrouvons pour cette question dédiée à comment est-ce que les plastiques arrivent en mer et si on peut l'éviter. Valérie, au sein de la Bocéa, vous travaillez sur différents projets français par le passé et maintenant des projets internationaux pour étudier justement la relation avec le bassin versant, puisqu'on le sait, 80% des déchets en mer viennent en réalité de la terre. Qu'est-ce que vous avez appris notamment? On va commencer par votre premier projet, le projet qui s'est passé en France et qui est désormais terminé et qui vous a été fort de nombreux enseignements. Oui, la Bocéa est un laboratoire public et nous avons commencé à travailler sur la problématique des microplastiques en 2016 dans le cadre du projet Microplastique 2, labellisé par les pôles mer Bretagne Atlantique et Méditerranée. Donc avec deux bassins d'études, le bassin versant de la rade de Brest et celui de Marseille. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place un système de prélèvement de ces microplastiques en rivière. Et vous avez appris, déjà, on le savait, que la Méditerranée était plus polluée que la rade de Brest, même si on l'a vu ce matin ici à Plastique Changement de Cap, il y a aussi beaucoup de microplastiques en rade de Brest. Et est-ce que vous avez pu identifier de quel polymère il s'agissait, d'où est-ce qu'il venait et auquel cas, comment est-ce que vous avez fait pour les déterminer ? Alors au niveau analytique, donc les microplastiques, comme ça a été dit précédemment, ce sont des particules qui parfois ne sont même pas visibles à l'œil nu. Donc il y a des étapes de digestion de la matière organique pour enlever toutes les feuilles ou les débris végétaux qu'on peut retrouver dans les rivières et qu'on récupère dans notre filet. Et ensuite une étape d'identification par un appareil qui s'appelle un infrarouge et pour connaître vraiment quel type de polymère et la quantité de microplastiques. Et on retrouve des polymères qui s'appellent le polyéthylène et le polypropylène et qui là sont des polymères facilement recyclables. Donc si les macrodéchets de départ ne se retrouvaient pas dans l'environnement et ensuite dans nos rivières, ils pourraient être recyclés. Et pour le commun des mortels, ça veut dire bouteilles en plastique, flacons de lessive, sacs, emballages, souvent voilà, usage unique. Complètement. Oui. Ouais, merci. Et aujourd'hui, vous travaillez sur un projet qui s'appelle Preventing Plastic Pollution, qui est plus international avec le Royaume-Uni, un projet à 14 millions d'euros justement pour lutter contre ces pollutions plastiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, le but, c'est vraiment de comprendre la pollution plastique de la source à la mer. Comme on disait précédemment, 80% des déchets retrouvés en mer viennent de nos bassins versants. Donc l'important, c'est d'agir sur le bassin versant et de comprendre aussi cette pollution, que ce soit en macro-déchets plastiques ou en microplastiques, et pour pouvoir après transposer. Et dans ce cadre-là, il y a différents partenaires, effectivement français et anglais, qui travaillent sur cette pollution, donc des partenaires scientifiques, mais également des collectivités comme Brest Métropole qui nous accueillent aujourd'hui. Et on peut avoir ainsi des longues séries de données internationales comparées et aider à légiférer, comme on le disait tout à l'heure avec Marine Paul du CEDRE. Voilà. Le but, c'est aussi de pouvoir transposer ce que l'on va apprendre là sur ce projet Interreg Preventing Plastic Pollution pour avoir justement des données qui puissent être comparables d'un bassin versant à un autre et pouvoir mettre en place des réglementations par la suite. Merci. Lutter contre la pollution par les déchets plastiques, c'est aussi réfléchir à de nouveaux matériaux. Bertrand Tolas, à Brest, vous travaillez au sein de Polymaris justement sur le développement de bioplastique. Alors, est-ce que bioplastique veut forcément dire biodégradable? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Quels sont les matériaux que vous produisez à partir d'organismes marins? Tout à fait. Alors oui, il y a des définitions aujourd'hui qui sont un peu galvaudées. Le bioplastique, c'est vraiment un plastique qui est fabriqué de façon bio. On a par exemple des bio-PET, donc qui sont des bioplastiques, mais le bio-PET n'est pas biodégradable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a des abus de langage et pour le commun des mortels, PET, c'est polyéthylène terephthalate. Et en fait, on en fait quoi alors les PET, on en retrouve dans les emballages, choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de commun. Et c'est vrai que pour se donner une image un peu green, les industriels vont utiliser du bio-PET et malheureusement la personne lambda, sans être péjoratif, va croire que c'est biodégradable. Or c'est faux, c'est bio, mais c'est pas biodégradable. Et à Polymaris, on a développé, alors nous, non, c'est une technologie qui existe depuis plus de 50 ans, qui finalement est arrivée peut-être trop tôt sur le marché dans les années 70, et nous on a fait qu'aujourd'hui dans les années 2014-2015 travailler et surtout faire ce qu'on appelle le scale-up industriel de ces nouveaux biomatériaux issus de bactéries marines. Et c'est souvent ça, c'est qu'on arrive avec des nouvelles innovations au bon moment, et là on arrive finalement au bon moment, c'est au moment où les gens prennent conscience que le plastique ça pollue. À partir de bactéries marines que vous prélevez dans l'eau, est-ce que c'est du plancton, c'est issu des algues? Alors ce sont des micro-organismes marins qui sont bretons, hein, on est fiers d'eux. C'est en fait l'avantage du modèle bactérien, c'est qu'aujourd'hui on le fait qu'un seul et unique prélèvement dans la nature. Donc on a fait un prélèvement il y a quelques années, et alors merci Covid, maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un surgélateur. Donc ces bactéries en fait sont surgelées à moins 80, comme on dirait dans le langage commun, elles font dodo tout simplement, elles font dodo, et quand on a besoin de les utiliser, on les décongèle et on les met dans des grosses machines qui s'appellent des fermenteurs, dans lesquels on leur fait produire des bioplastiques. Donc en fait on n'a aucun impact sur la nature parce qu'on a fait un seul et unique prélèvement dans toute notre vie. Et vous le fabriquez un peu comme on fabriquerait de la bière, c'est ce que vous me disiez? Eh ben, c'est tout à fait ça, puisque la biotechnologie, il y a deux entreprises qui font ça. Vous avez le pain, les boulangers font de la biotechnologie, puisqu'ils font de la levure, avec la levure, ils font du pain, et le marché de la bière, puisque c'est les deux biotechnologies les plus anciennes, je pense, que l'on connaisse. Vous développez une matière première qui pourrait être utilisée par exemple pour les filets de pêche? Tout à fait. On a une matière brute qui appartient à la famille, alors je prononce le mot, à la famille des polyesters chimiquement, donc qui pourrait être utilisé dans différentes utilisations. Le filet de pêche en fait partie notamment, mais un polyester qui est biodégradable, et je vais plutôt dire bioassimilable, c'est-à-dire qu'il peut être consommé par la nature. On en parlait avec Théo Després de la question du coût de ces plastiques. Vous disiez que c'était le bon moment, peut-être aussi parce que le coût des énergies augmentant, ainsi que toute l'industrie pétrochimique, on va avoir un croisement des coûts, et finalement vous allez peut-être devenir compétitif en plus avec un avantage sociétal non négligeable. Alors il y a deux choses, il y a à la fois le fait que le prix du pétrole augmente, donc c'est vrai que le plastique conventionnel, son prix va considérablement augmenter, et puis c'est surtout que notre matériau aujourd'hui intègre totalement dans son coût le coût de la pollution. Aujourd'hui, polluer, malheureusement, ça coûte rien à la société. Vous avez une bouteille plastique, vous l'achetez dans la rue, à part quelqu'un qui va vous dire c'est pas bien, ça ne vous coûte rien. Demain, si une loi dit à chaque fois que vous ramenez un bouchon Coca-Cola à Coca-Cola et que vous verse 1 euro à chaque fois que vous reversez, je veux vous dire que Coca-Cola va commencer à réfléchir que sa pollution va lui coûter cher, et ça va lui coûter plusieurs milliards d'euros à rembourser les gens qui vont lui ramener des bouchons, et finalement le coût matière va changer. Donc c'est vrai que notre innovation coûte cher, on en est conscient, mais elle intègre le coût de la pollution ou la non-pollution dans son coût de fabrication. Oui, le coût sociétal. Voilà.
Merci beaucoup. Lorraine Mérier, vous représentez CLS, qui est une entreprise du spatial basée à Toulouse, mais aussi à Brest. Vous travaillez beaucoup sur l'image satellite pour lutter contre les pollutions, contre la pêche illégale. Et aujourd'hui, vous développez un système pour lutter contre ces filets fantômes, du coup, qui continuent de pêcher une fois perdus, pour ne plus perdre les engins de pêche. Quelle est cette innovation ? Oui, tout à fait. Donc à CLS, on est une entreprise qui utilise des données satellites pour l'observation et la surveillance des écosystèmes, et donc notamment marins. À Brest, on est plus spécialisé, probablement vous nous connaissez, pour Vigisat, donc qui permet de suivre les pollutions en mer. Et désormais, nous développons des balises dans le cadre du projet IGIR, en fait, qui vise à placer ces balises sur les engins de pêche. Donc pour l'instant, nous les avons développés pour les DCP, des dispositifs concentrateurs de poissons. Donc ce sont des dispositifs qui sont en surface, et également les palangres. Donc c'est aussi des filets de surface. Les DCP qui sont des dispositifs qui sont quasiment volontairement perdus. Enfin, c'est quelque chose, c'est de monnaie courante de mettre un DCP à la mer et de savoir qu'on ne le récupérera pas alors qu'il est en plastique. Alors oui, certes, il y a énormément de pertes. Il y a plus de 80% de pertes sur certaines de ces pêcheries, mais le but des pêcheurs, évidemment, c'est pas de perdre en premier lieu leur engin de pêche, parce qu'il y a toute une question de coût associée vraiment à ces engins de pêche. Ça peut aller de 1 000 à 30 000 euros pour, par exemple, un filet perdu. Donc c'est vraiment quelque chose que les pêcheurs cherchent a priori à éviter. Bon, bien sûr, il y a certains cas où on a des engins de pêche qui sont abîmés, et du coup qui sont volontairement laissés en mer, qui ne sont plus capables de pêcher. Ou alors on a effectivement aussi d'autres cas où les pêcheurs ne sont pas en mesure d'aller récupérer ces engins parce qu'ils sont rentrés dans des zones où ils ne peuvent pas entrer. Et grâce à ces balises, ils vont pouvoir relocaliser et retrouver uniquement à la surface, au fond et à la surface. Enfin, comment est-ce que ça fonctionne ? Oui, alors pour l'instant, on est en test, on est en développement pour ces balises qui sont pour l'instant des balises uniquement pour les engins de pêche de surface. On a également un partenariat avec Ifremer Lorient, notamment, dans une suite du projet IGIR qui a été labellisé par le pôle Mer Bretagne et qui vise là à développer des balises pour des engins de pêche de fond, donc des casiers ou des filets plus profonds. Qu'est-ce qui va inciter les pêcheurs à s'équiper ? Est-ce que c'est la réglementation ? Est-ce que c'est le coût de leurs engins de pêche ? Comment est-ce qu'on va faire pour... Parce que volontairement, ils n'ont pas toujours envie déjà de dire où est-ce qu'ils pêchent. Alors, où sont leurs filets ? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on sait à propos des pêcheurs, c'est un gros problème. En ce moment, il n'y a pas de réglementation contraignante. En fait, il y a les Nations Unies qui ont, dans leur objectif de développement numéro 14, fortement recommandé de réduire la pollution plastique, mais effectivement pas de réglementation contraignante, à part en Europe la responsabilité élargie des producteurs. Mais là, ce serait plutôt pour aider au recyclage, au développement de la filière. Mais concrètement, qu'est-ce qui pourrait faire que les pêcheurs seraient intéressés par placer un tel dispositif ? C'est vraiment l'argument économique, c'est gagner, ou en tout cas ne pas perdre l'argent qu'ils ont investi, également le temps investi dans la montée de ces engins de pêche, de ces filets. Et bien sûr, au-delà de ça, les pêcheurs ont aussi un intérêt à sauvegarder leur environnement. Donc un engin de pêche qui n'est pas perdu, c'est un engin de pêche qui ne continue pas à pêcher, et donc qui ne continue pas à abîmer les stocks des espèces et également à tuer des espèces non commerciales, donc un danger pour l'écosystème dans son ensemble. Et également, ça permet d'éviter les pollutions plastiques. Et un dernier argument plus sécuritaire, un filet qui dérive, il peut également se prendre dans des hélices et donc poser problème à la navigation. Roland Jourdain disait que les déchets étaient au début surtout un obstacle à la navigation. On recoupe avec ce qu'il nous disait tout à l'heure. J'ai reçu une question très d'actualité, si on peut le dire, pour la BOCEA. Des personnes se demandent si vous avez pu déjà percevoir l'impact du Covid sur les pollutions plastiques, une réduction, une augmentation, ou alors des masques. Enfin, est-ce que ça se lit déjà dans les prélèvements ? Dans les prélèvements en tant que tels, pas réellement. Ce que l'on sait, c'est que visuellement, effectivement, on en trouve sur les berges des rivières. Après, en mer, on trouve beaucoup de fibres et potentiellement, ces fibres-là, elles peuvent venir des masques. C'est une piste. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci. Je vais lancer le nouveau reportage avant notre conclusion avec Marie et Roland Jourdain. Un reportage qui est consacré à Click and Fish sur les filets de pêche perdus, justement, et comment est-ce qu'on peut, grâce à la science participative, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous, contribuer à évaluer cette pollution. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Fish and Click a pour but de réaliser un état des lieux
de la pollution causée par les engins de pêche et d'aquaculture qui vont être perdus en mer. C'est un programme de sciences participatives, c'est-à-dire qui implique la participation du grand public. Alors, une fois que vous avez identifié l'objet et que vous l'avez rentré dans l'application, vous pouvez bien sûr jeter l'objet dans une poubelle ou un bac à marée. Et donc nous, en fait, ça nous sert derrière à réaliser une typologie de la pollution causée par les engins de pêche et d'aquaculture et à la cartographier. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons pour Le Regard avec Marie Le Texier qui m'a rejoint, ainsi que Roland Jourdain depuis le navire océanographique Marion Dufresne. Donc c'est notre chronique Le Regard pour terminer et conclure. Merci beaucoup Marie. Nous sommes donc sur cet événement plastique changement de cap. Nous avons vu différentes raisons de changer de cap, mais aussi différentes solutions. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce que vous avez retenu après ces différentes tables rondes ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Je pense qu'on a entendu aujourd'hui différents types de solutions, différents types d'innovations, et notamment à deux niveaux. En aval, une fois que le déchet ou que le plastique est déjà en mer, et en amont, avant qu'il ne parvienne à la mer. Donc en aval, on voit que le plastique, on peut collecter pour nettoyer avec les solutions d'Effinor Sea Cleaners. On peut collecter pour savoir, pour progresser dans la science avec les solutions proposées par le CEDRE. On peut aussi suivre pour lutter contre la pêche fantôme avec CLS. Tout ça, ce sont des solutions une fois que le plastique est arrivé à la mer. On a aussi donc ces innovations qu'on a entendues qui sont en amont, avant que le plastique n'arrive à la mer. Et on le rappelle, 80% des sources de pollution marine sont terrestres. Et là, on retrouve dans nos solutions amont notre fameuse hiérarchie des déchets. On peut commencer par supprimer ou par remplacer le plastique par d'autres matériaux moins nocifs, en évitant si possible le transfert d'impact environnemental. On a vu les bioplastiques de Polymaris. On a entendu aussi les filets de pêche biodégradables d'Indigo ou du projet Link Biomer. Et toutes ces solutions. Et si on a aussi eu pas mal de solutions sur tout ce qui est recyclage, valorisation, avec notamment l'intervention de Filets Fab et aussi de Plastic Odyssée que mentionnait Roland tout à l'heure. C'est aussi faire autrement. Roland, si je peux vous redonner la parole, vous avez développé un nouveau navire à partir de fibres de lin parce que c'est aussi comment est-ce qu'on fait différemment pour éviter de polluer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce navire qui est en Méditerranée ? Oui, tout à fait. Oui, Explore, il représente, je dirais, le chemin. C'est peut-être un résumé de l'émission et puis de tout ce qui a été proposé là. Un chemin professionnel dans une diversification ou en tous les cas un virage parce que sur le constat voilà, faut changer les choses, faut que chacun balaye devant sa porte, faut creuser, donc retrouver les capacités de la fibre naturelle comme on l'a vu pour les filets et plein d'autres choses. Donc la coque du bateau, on a 1 hectare de lin sur ce catamaran qui fait 18 mètres de long, donc c'est entre guillemets une première mondiale. Je pense que ça va aider à faire avancer les travaux sur cette fibre végétale, sur le développement du lin. On a le meilleur lin du monde en France, et 80% de cette production elle part en Chine pour nous revenir sous forme de vêtements. Donc, il y a des choses à faire. Là, on est donc dans le domaine du composite et on a sur nos côtes et sur la façade Europe les meilleurs chantiers de composite du monde aussi. Donc, il y a forcément en circuit court quelque chose à faire. On a à côté de ça le problème ou en tous les cas le sujet des résines. We Explore est partiellement fait ou majoritairement fait avec de la résine encore pétrosourcée et on va jusqu'à des résines 100% biosourcées à l'intérieur du bateau. Mais pour vous donner un exemple, et c'est ce qu'on a créé aussi chez Kero, c'est la gamme Kerlin, donc des panneaux composites 100% biosourcés, recyclables et compostables. Donc techniquement, c'est super, c'est merveilleux, on est ravis et j'espère qu'il y aura une longue vie au Kerlin. Mais les premiers marchés de ce Kerlin, ce sont des marchés terrestres. Sur ce raisonnement-là que 80% de la pollution des océans vient de la Terre. Pour l'univers de l'éphémère. Et alors là, autant je suis fier et heureux que les équipes de Kéros aient développé ce matériau, mais ça veut dire aussi
qu'on ne veut pas faire des Kleenex et il faut absolument changer nos usages et nos comportements. Il faut que tout ça, ça dure. Et le message de We Explore du bateau, il est surtout là. Oui, les techniques et les technologies vont nous aider à aborder les transitions. On va réussir à moins impacter, mais tout sera un coup d'épée dans l'eau si on ne change pas nos façons, nos regards, nos façons de consommer, de faire usage, de se comporter. Et on prend comme exemple ce bateau qui est une petite planète en fait, et on va travailler une sobriété joyeuse autour de ça, en lien avec les équipes d'Explore du fonds de dotation. Donc je crois que tout est un tout, hein. Vous l'avez bien exprimé au travers de l'émission. La solution ne viendra pas de la législation ni d'une invention technique, mais voilà, c'est une vague de fonds sociétal qui fera bouger les choses et qui amènera les règlements, les modes, et tout ce qu'on fait aujourd'hui sera has-been demain, je l'espère en tous les cas. Et vous parliez justement des composites pour les navires, pour le nautisme et la plaisance. Ce sont des composites qui sont extrêmement difficiles à recycler. Justement, c'est le principe, ce sont des fibres imbriquées. Donc, de l'intérêt encore plus d'aller vers cette fibre de lin pour le grand public parce que c'est un grand marché. Pour vous, pour les navires de course, rien ne remplacera à ce jour le carbone pour la performance en mer. Oui, effectivement. Et je pense que dans tous les domaines, course au large y compris, il va falloir remettre l'église au milieu du village. Je pense que dans le domaine effectivement des composites, on trouve pas mieux que le carbone. Alors c'est bon pour la performance, ça peut aussi être bon pour la sécurité, hein, ce qui est important. Donc gardons, peut-être pour résumer, gardons le pétro-sourcé pour l'essentiel et réfléchissons autrement pour tout le reste, et on aura beaucoup de pistes. C'est valable dans le domaine de la course au large. On en parlait, vous en parliez tout à l'heure, mais dans le domaine du médical, je pense qu'aussi le Covid nous a tous traumatisés, mais on vit dans un monde du jetable. Gardons pour les choses indispensables à la vie, à la survie, ce qui est important, et apprenons à faire autrement pour les bricoles, je dirais. Les bricoles, donc le cœur unique, le cœur du sujet, c'est l'emballage et l'usage unique. Par ailleurs, on peut voir que ce stylo est en plastique, mon téléphone est en plastique, ce micro est en plastique, il y en a pour du durable. Marie Le Texier, dans votre cabinet, vous travaillez beaucoup sur cette question de l'emballage et de l'usage unique, notamment pour le tourisme, qui est un secteur très polluant et qu'on peut en fait facilement, entre guillemets, rectifier le tir. Oui, alors effectivement, nous travaillons beaucoup sur les questions d'emballage au sein de Consultancy, avec notamment le secteur du tourisme, mais aussi le secteur de la cosmétique ou de l'agroalimentaire, qui tous utilisent de l'emballage plastique. Aujourd'hui, au niveau global, on estime que seulement 14% des emballages plastiques sont collectés pour le recyclage, d'où le fait qu'on ait choisi vraiment de travailler sur ces problématiques. Et donc, pour revenir sur le tourisme et sur votre question, on accompagne à titre d'exemple, dans le cadre de l'une de nos missions pour l'association BIMED, Beyond Plastic Med, donc en Méditerranée. Avec 12 partenaires ou une quinzaine de partenaires? Oui, absolument. Avec 12 entreprises engagées, 5 ONG et fondations et 5 scientifiques dans le comité scientifique. Et donc, au sein de ce collectif que l'on coordonne et que l'on anime, on va vers un projet d'hôtel zéro plastique à usage unique, en accompagnant l'Intercontinental Hôtel Dieu à Marseille, à aller vers moins de plastique à usage unique et à trouver des innovations à remplacer, à supprimer certains des plastiques. Par exemple, le kit de la salle de bain, où l'on a la charlotte, le coton-tige, la brosse à dents. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à chaque fois pour que cela change? Avec une volonté d'éviter le greenwashing dont on parle aussi beaucoup, et de miser plus sur le résultat que sur la communication, parce que dans le tourisme, justement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par la publicité. Oui, alors beaucoup de nos clients et nous avec eux craignons et ne souhaitons pas de greenwashing. Et donc pour l'éviter, un des moyens clés de le faire, c'est effectivement de communiquer une fois qu'on a eu des résultats tangibles et pas avant, pas d'effet d'annonce. Une fois que l'on a bien vérifié, que l'on sait ce sur quoi on communique, on est capable d'avoir une communication réaliste et de ne pas faire de survente, si je puis dire. Et ça peut passer par des gestes très simples de changement d'usage, de revenir à des consignes pour les gobelets, des choses très basiques, mais qui ont un effet à grande échelle. Ça peut passer effectivement par des choses, des effets quick win, comme on dit, donc assez rapides, assez faciles. Si je reviens sur le kit salle de bain, il est maintenant passé sur demande.
Alors, c'était pas si quick win parce qu'en l'occurrence, l'hôtel dépendait du groupe et il a fallu une dérogation sur ce point-là au niveau du groupe, ce qui a été quelque chose de difficile à obtenir. Mais dans la pratique, maintenant, le kit est sur demande. En revanche, pour certaines solutions, et je reviens sur les idées de changement d'usage et de ce que disait Roland tout à l'heure, il y a des choses qui demandent des changements de business model, des changements plus profonds, de reconsidérer, de se questionner sur le besoin. Et là-dessus, c'est important d'avoir une réflexion qui prenne du temps et d'y mettre les moyens et la collaboration entre les différents acteurs pour y arriver. Merci beaucoup. Roland Jourda, j'ai reçu des questions pour vous. On demande, est-ce que la bonne volonté et la sensibilisation du public au problème du plastique sont la solution? C'est une grande question, mais tout fait partie de la solution. Il n'y a pas une solution, je crois. Hein. On dit souvent ça pour les énergies. Il n'y a pas une énergie pour demain, mais il n'y a pas une solution pour éradiquer le plastique. Le plastique, on a été éduqué par le plastique, c'est fantastique. Donc il n'y a pas un moyen pour moi. Ce que je disais tout à l'heure, je rêve vraiment du moment où cette gabegie, parce qu'il faut employer des termes comme ça, sera d'un autre temps, d'un autre monde, d'une autre mode, et on sera vraiment ringard quand on utilisera du plastique comme on le fait aujourd'hui. Donc ça passe avant les législations, je pense, hein, ça passe effectivement par la sensibilisation et tout moyen, je dirais, qui soit technique, scientifique, artistique et culturel pour rendre ce plastique ringard. Merci beaucoup. Avant de clore cette émission, est-ce que Roland, comme l'a fait Marie, vous pouvez faire peut-être un tour d'horizon de ce que vous avez pu entendre pendant cette émission et de ce qui peut-être vous a un peu plus marqué, de ce que vous avez pu entendre et suivre, peut-être découvrir? Marie l'a vraiment très bien résumé cette émission. Mais j'ai évidemment souri puisque je suis bigoudin et en voyant les filets de raisin, de se dire bah oui, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'était quand même, ça fait pas si longtemps et c'est réjouissant de voir qu'on se retourne vers le végétal, vers cette bio-inspiration en fait pour être plus raisonnable pour demain. Les bactéries marines. Je rêve aussi que nous, pour travailler sur la fibre de lin, et nous ne sommes ni chimistes ni agriculteurs chez Kéros, mais le composite de demain, on peut le rêver dans notre vert et bleu, dans notre glace breton, avec les liants qui viennent de la mer et la fibre qui pousse sur les côtes. Donc il y a plein de sujets pour se réjouir, hein, parce que on le sait bien, il y a des grumeaux qui arrivent, on sait bien que ça va pas se passer comme prévu, mais il y a quand même une infinitude de solutions dans la finitude du monde qui nous est bien montrée aujourd'hui, donc c'est chouette. Et pour finir, vous êtes donc à bord du Marion Dufresne pour l'école bleue Outre-mer avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Est-ce que ça vous donne espoir aussi de voir cette génération de la marche du climat, peut-être qui va hériter de ces pollutions plastiques, mais qui portera peut-être aussi les solutions? Vous êtes avec eux en ce moment à bord, donc comment est-ce que vous voyez cette nouvelle génération? Et tout à fait, c'est vraiment hyper réjouissant de voir ces jeunes issus de différents pays, puisqu'il y a de la Tanzanie, du Kenya, de la Réunion, des Seychelles, enfin j'en passe d'autres qui sont passionnés, qu'on se regarde dévorant. En fait, ce même regard que j'aurais bien aimé avoir 40 ans en arrière, parce que pour moi, l'appel du grand large, c'était rester dans un monde qui m'était que j'adorais, le monde de l'environnement, des grands espaces, mais sans aucune conscience des limites de tout ça. Eux, ils ont cette conscience-là et ils ont les yeux comme des soucoupes. J'étais tout à l'heure avec quelques-uns d'entre eux sur la passerelle là-haut, à compter les oiseaux, à regarder la tortue. Ils parlent de bathymétrie, il y a plein de diminutifs scientifiques que je ne comprends absolument pas. Donc, on a effectivement un réservoir, une équipe de jeunes là, qui sont prêts à bouffer, à traverser le monde, parce qu'ils ont envie de le connaître tout simplement dans le bon sens du terme. Mais je pense, et pour côtoyer aussi beaucoup de jeunes dans le cadre de nos projets Explore, il faut qu'on soit vraiment tous ensemble là-dessus, parce qu'on a aussi des jeunes, et le post-Covid nous l'a montré, l'éco-anxiété est là, et l'envie en fait de brûler la chandelle jusqu'au bout, elle
Donc, il ne faut pas mollir, il faut compter simplement sur une génération où les gens sont débrouillés, ils ont la pêche. Non, il y a des jeunes qui ont la pêche, il y a des jeunes qui ont la pêche et qu'il faut aider et qu'il faut amener dans notre boule de neige commune pour améliorer, nos lendemains dans le monde du vivant. On est quand même sur une planète qui vaut le coup, qu'on l'occupe un petit peu encore si on a l'intelligence. Merci beaucoup. On va vous laisser retourner compter les oiseaux et regarder les tortues avec vos étudiants. Marie Letexier, pour votre part, vous avez une conférence qui vous attend sur réduire le plastique à la source ici à l'Arena pour Plastique Changement de Cap. Je vous souhaite de bonnes rencontres sur ces réductions de pollution plastique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'Arena, de Brestem, de Destination Rennes qui ont organisé ces rencontres. Merci à tous nos invités qui ont été parmi nous et aux équipes du Pôle Mer, de Rivacom, du Marin et de West France qui ont rendu cette émission possible. Merci beaucoup.